Bonjour tout le monde, bienvenue à la journée mondiale de l'accréditation, notre réunion mondiale avec des personnes de partout dans le monde qui on peut collectivement se parler sur tous les grands problèmes et les idées pour construire la résilience et un système de santé durable. Est-ce que vous êtes prêts pour parler pas seulement sur les idées et perspectives par rapport à la construction de la résilience et des systèmes de santé durables, mais des actions spécifiques que les gens entreprennent qui peuvent vraiment aider au transfert des connaissances et des idées et des apprentissages de manière pratique pour appuyer des organisations que vous lidérez pour améliorer la résilience par tout le système de santé. Bienvenue tout le monde. Je vois tellement de personnes qui sont de partout dans le monde. On sait qu'il y en a eu autour de 1700 personnes de 20 par rapport à 20 pays. C'est l'apprentissage global en action. Je suis Leslie Thompson et je suis la PDG et je suis dans le rôle de modératrice pour cette session. On a des orateurs magnifiques qui vont partager ces histoires et des exemples pour lidérer les changements. Et on va rentrer sur le sujet dans quelques minutes. Quelques remarques d'ouverture, s'il vous plaît, le diapositive. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est de vous donner la bienvenue à notre session. Et on va commencer en reconnaissant et remerciant les divers peuples autochtones dans la présence vers ces territoires sur lesquels les peuples de monde se rassemblent aujourd'hui. On va ouvrir toutes les sessions comme ça avec la reconnaissance territoriale. Ça fait partie de notre pratique sur la ONS et Accréditation Canada. Quelques sujets par rapport à l'entretien. Vous allez voir que vous pouvez choisir la langue de votre choix pour la présentation, que ce soit anglais ou français. Il y a une partie, la partie basse de votre écran. Vous pouvez la sélectionner et la traduction sera là pour vous. Et ça va être pour anglais et français seulement. Et vous pouvez utiliser cet outil pour appuyer votre expérience avec ces webinaires. Ok, alors on va commencer pour construire des systèmes de santé résilients et durables. Je vais commencer avec un point de vue global sur les impératifs qu'on voit concernant la qualité. Et on va prendre la lentille de la qualité pour penser à des façons auxquelles les normes, les évaluations peuvent aider au changement pour autonomiser les personnes à améliorer sa qualité de vie. Notre mission, dans d'autres corps d'accréditation et des normes, c'est vraiment centré sur permettre les gens partout au monde d'améliorer la qualité des soins et c'est à partir de la mobilisation de personnes avec des connaissances, compétences et ressources pour prendre une action dans l'amélioration de la qualité, essayer d'avoir des langages spécifiques, épreuves et des normes et des programmes qui peuvent appuyer les aspirations et les objectifs des normes et les jalons pour l'autre qualité pour des systèmes de performance. Quand on parlait avec des personnes de partout dans le monde en cherchant des preuves récemment, en pensant quel est le futur de la qualité, on sait qu'il y a beaucoup de défis, surtout après la COVID. Il y a 6 forces de changement qui influencent le futur de la qualité et la notion de résilience. Et ce sont d'abord remettre la sécurité sur toutes ses formes sur le devant les scènes. Avec les systèmes, on a vu après la COVID traiter la crise des travailleurs pour s'assurer que toutes les voix sont entendues, réduire les inéquités, accès aux soins de haute qualité
Ils pensaient sur la santé, pas seulement sur le soin. L'autre deux impératifs, c'est mitiger les risques et en utilisant la technologie pour de nouveaux modèles de soins et personnaliser les résultats. Qu'est-ce que ça a à voir avec la résilience? Bon, c'est la résilience au système de santé pour commencer la discussion. On a assemblé quelques définitions qu'on va partager avec vous, qui viennent de la littérature, de rapports et de plusieurs sources pour nous aider à nous encadrer aujourd'hui. Oh, c'est la capacité de l'absorption, adaptation ou transformation afin de maintenir les fonctions essentielles lorsque le système subit des contraintes ou des chocs importants. Il faut une compréhension approfondie des besoins de la communauté et de la population. Des normes de système de responsabilité qui transcendent les frontières des organisations et des secteurs. Un engagement proactif des citoyens et une résolution des problèmes en équipe. Et un suivi et une évaluation continue de l'état de la préparation sont tous des activités, des approches des organisations qui sont hautement résilientes. On sait aussi, après la COVID, que les systèmes d'apprentissage seront mieux préparés de façon plus efficace. Et la résilience a augmenté. Quand l'apprentissage vient à partir de tissus de systèmes de santé. Alors, les présentateurs d'aujourd'hui, on a trois orateurs. Chacun amène de perspectives par rapport à la résilience avec des activités, des idées, solutions pratiques auxquelles vous pouvez apprendre pour stimuler des belles discussions. D'abord, on va avoir Johanna Marie Alvaro Diaz, qui est chef de contrôle de la qualité division des affaires médicales, Croissant Rouge du Qatar, et Monica Makaladov, directrice des soins infirmières et vice-présidente de la qualité de la sécurité culturelle et l'humilité de la Première Nation, et Jacques Isaac, vice-président du réseau de la santé universitaire, qui est le leader de le programme de soins que vous allez entendre aujourd'hui. Chacun de ces leaders va partager son histoire, expertise et perspective pour aider, stimuler la pensée et l'échange des idées pour améliorer la résilience dans votre propre territoire, pour connecter avec les autres, pour appuyer l'amélioration de la résilience des systèmes de santé à niveau mondial. Joanna. Merci beaucoup, Leslie. Bon après-midi, tout le monde. Bonjour, tout le monde. Bienvenue et merci de vous joindre à cette session. C'est donne une grande émotion de partager l'exploration sur comment l'accréditation améliore notre capacité de répondre à la crise. Aujourd'hui, je vais vous fournir avec un aperçu de nos capacités existantes. Après, on aura les couches pour l'accréditation, pour assurer que quand il y aura une crise, on pourra agir à l'avance davantage, de façon plus efficace. Car notre organisation, c'est un membre de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Notre organisation est structurée dans 5 divisions spécifiques, chacune pour maximiser l'impact au niveau local et mondial. On a des services de support qui assurent des opérations sans faille, des ressources humaines, de communication et support administratif. Les développements qui engagent et autonomisent nos communautés pour avoir accès à des programmes avec des initiatives. Les divisions à l'aide de développement international. Aussi, la division de volontariat et développement local, ce qui est le point de cette discussion.
division des affaires médicales montre une croissance et adaptation dans la dernière décennie. On opère dans quatre institutions avec 5 000 visites. On a expérimenté la croissance exponentielle. En 2020, nos bâtiments ont traité 1,2 million de visites par an, ce qui démontre notre croissance. Notre travail est compris des 152 médecins, de 125 infirmières et 184 professionnels paramédicaux. Cette expansion montre notre engagement avec les soins de santé et la confiance et la résilience avec la communauté. Quand on vient de la résilience du système de santé, la pandémie nous a mis à preuve dans nos capacités. Pendant la crise mondiale au Qatar, c'était le ministère de Santé publique pour gérer le projet. Les mécanismes étaient en quarantaine. Ce projet, ça gérait 3 170 maisons d'habitation avec une capacité totale de lits de 25 360, distribués à 12 blocs utilisés pour la quarantaine. Les divisions étaient organisées dans différents sources, blocs masculins, blocs féminins, blocs de contact étroit, blocs positifs et réactifs et sont de pays de risque. Ça nous a permis et ça a mis à preuve notre capacité et aussi notre engagement avec la santé publique et la sécurité. Et ça requiert des efforts collaboratifs dans plusieurs secteurs. Et on a joué un rôle clé dans le succès. Les mécanismes dans la quarantaine en 2020, de septembre à 2022, on a eu un total de 625 650 admissions. Dans le cœur de nos opérations médicales, le QRC a déployé des opérations. Ces bâtiments étaient équipés pour donner des services médicaux pendant la crise. L'hôpital est ici une preuve de la capacité des KRC de façon efficace en assurant qu'on reste dans la première ligne de réponse aux urgences. Avec ces déploiements, maintenant, on va explorer comme notre engagement, l'accréditation a renforcé nos capacités pour assurer notre préparation et réponse, aussi alignée avec les hauts standards des pratiques de santé mondiale. Ce qui était nos parcours pour obtenir l'accréditation canadienne 2023, ça a transformé la division des soins médicaux et spécialement nos réponses dans les bâtiments et dans les communautés. Cette normalisation nous a appris, nous a donné des aspects clés par rapport à nos opérations. Nos politiques ont eu la révision. Ces processus alignés assuraient la cohérence. Le processus d'accréditation a renforcé l'importance de dialogue entre les institutions. Ça continuait, la communication était essentielle pour le meilleur pratique et la coordination des efforts plus efficaces, ce qui était essentiel. Un autre aspect de la résilience, c'est d'avoir une leadership dédié. Avec notre préparation pour l'accréditation, on a signé officiellement de personnel responsable pour la gestion des réponses. Ces séparations des rôles nous a permis de mieux gérer la crise. Et peut-être plus significativement,
une amélioration dans la planification, la mise en œuvre et le suivi et évaluation. Ça inclut pas seulement le développement des réponses, mais aussi l'implantation et l'évaluation. Ces étapes sont critiques pour être prêts. Nos parcours d'accréditation nous a mis dans des actions pratiques qui améliorent notre capacité de atténuer la crise. L'amélioration matérielle avec l'accréditation, ce n'est pas seulement pour les standards, mais aussi directement lié à des améliorations matérielles. Ces améliorations montrent qu'on n'est pas seulement prêt sur papier, mais aussi prêt à la pratique. Ici, quelques exemples sur comment l'accréditation nous a aidés dans nos parcours. Maintenant, on a des essais cliniques réguliers dans différents domaines. Ces pratiques assurent que tous les membres de l'équipe soient prêts à répondre pendant une crise réelle en améliorant nos opérations. Nos différentes formes ont été révisées pour assurer la collection des données compréhensibles et la planification. Ces révisions aident à notre façon de répondre aux crises. On a développé, distribué des kits, des kits pour des réponses. Ils sont disponibles dans tous les bâtiments pour assurer l'accessibilité et l'accès dans les catastrophes. Ces matériels et ressources sont essentiels pour la gestion, des dispositifs de communication et d'autres réponses. La planification nous a aidé à clarifier et des rôles assignés et responsabilités pour la réponse aux catastrophes. Chaque membre d'équipe est conscient de ses tâches spécifiques pour coordonner les actions spécifiques pendant une urgence. Avec l'accréditation, on a amélioré notre capacité pour répondre, mais aussi notre efficacité pour atténuer les crises. Dans nos communautés de résilience, le QRC a lancé des cours de 3 jours. Ces cours est le pilier dans notre stratégie pour pas seulement répondre aux crises, mais activement préparer les communautés, nos équipes pour la gestion des crises. Avant d'aller vers les principes fondamentaux de nos opérations aux hôpitaux, la couverture des déploiements rapides, ce travail théorique assure que tous les participants partagent une compréhension unifiée de rôle critique dans ces bâtiments pendant des catastrophes. Il y a aussi un travail interactif où les participants engagés vont avoir des exercices de planification. Ils s'apprennent à optimiser des plans et des placements pour les hôpitaux en considérant plusieurs scénarios d'urgence. La coordination est un exercice pratique où les participants ont l'opportunité de participer sur le champ d'un hôpital. Cette expérience a beaucoup de valeur et permet aux participants d'appliquer ces connaissances dans le réel, dans un environnement contrôlé. Ce cours compréhensif est une de plusieurs façons où le QRC a amélioré ses compétences à partir de l'accréditation. En éduquant et autonomisant nos personnels, nos bénévoles, on assure que nos réponses, ce n'est pas seulement immédiat, mais aussi hautement efficace. Comme on peut souligner les améliorations matérielles avec l'accréditation, c'est clair que ces avancées nous aident à être prêts dans un moment de crise. Mais nos parcours,
Quand on regarde l'avenir, nos stratégies pour améliorer la résilience communautaire et l'opération se catégorisent dans de différentes zones. D'abord, am- renforcer l'engagement communautaire à partir de différents programmes. Cette expansion est conçue pour éduquer et mettre plus des individus qui soient prêts à améliorer notre résilience collective et avoir des relations plus fortes au niveau local et au niveau des organisations locales, ce qui est crucial pour l'amélioration des efforts collaboratifs dans la gestion des crises. On va améliorer nos programmes de formation. On est engagé à développer des modules dans les meilleures pratiques et les réponses aux crises. En plus, on va introduire des cours pour continuer les capacités et la capacité d'être prêt pour des crises. Finalement, notre durabilité, nos initiatives en durabilité nous permettent de regarder à long terme pour assurer un retour des opérations normales après une crise. On va se concentrer sur les initiatives de durabilité pour la résilience et les opérations contre des défis futurs. Vers les adversités, ensemble, ces initiatives vont assurer que Qatar va maintenir sa position comme leader des crises et réponses et aussi continuer à avoir son service communautaire, nos parcours et en évolution. Et avec chaque étape, on construit un futur plus résilient. Quand on continue avec la présentation d'aujourd'hui, je veux parler de l'impact de l'accréditation et la planification pour améliorer notre préparation vers la crise et la résilience communautaire. Pour la, on solidifie notre engagement pour sauver des vies et préserver la dignité. Et ce qui est au centre de tout ce qu'on fait. L'impetus de sauver des vies et préserver la dignité, ce n'est pas seulement un slogan pour nous. C'est la base de toutes nos initiatives, chaque politique et chaque action qu'on entreprend. De nos programmes compréhensifs et dans nos installations pour parler, chaque étape est prise avec l'objectif qu'on puisse répondre aux crises directement et de façon efficace, en préservant la dignité de ceux qui en souffrent. Merci beaucoup de votre attention et de vous joindre à nous. Ensemble, on n'est pas seulement prêt pour l'avenir, on agit pour le rendre et ensemble on peut faire une différence en sauvant des vies et en préservant la dignité à chaque étape. Merci énormément. Merci beaucoup. C'était une très belle présentation, Joanna. Vous avez vraiment mis l'avant de façon spécifique auquel vous mettez la définition de la résilience des systèmes de santé en action, ce qui est la capacité d'absorber, adapter et transformer pour maintenir ses fonctions fondamentales pendant que le système a de problèmes de stress. Et dans vos communautés, les fournisseurs de le faire à partir de l'usage de normes et accréditation qui puissent mobiliser les personnes vers ces objectifs. Félicitations et merci. On sera de retour. Maintenant, Monica, on va aller de Qatar jusqu'à West Coast du Canada pour nous concentrer dans votre expérience de leadership avec tant de partenaires, avec les Premières Nations. On a hâte d'entendre de vos expériences pour construire des résiliences, des systèmes de santé résilients et durables en Colombie-Britannique. Bienvenue, Monica. Merci beaucoup, Leslie. Je veux féliciter Joanne pour cette première présentation.
Bonjour tout le monde. Je admettrai que je viens du territoire traditionnel de Chouasse, la nation Chouasse, aussi connue comme Colombie-Britannique, Canada, où je suis une invitée et je peux vous parler aujourd'hui. Comme Leslie l'a mentionné, je veux parler sur le rôle important de la coproduction pour pour la norme de sécurité culturelle et humilité. Je veux parler sur comment on continue dans ce travail collaboratif et aussi on reflète dans le support de normes pour qu'elles soient plus inclusives et résilientes dans le système de santé. Je vais commencer avec une aperçu sur pourquoi le standard est important et comment il a été développé. Pourquoi on a besoin de normes? Le racisme systémique est un problème bien documenté dans le système de santé. Pour construire la résilience, pas seulement pour nos clients, mais pour le personnel, c'est un impératif. Maintenant que le travail de comité a commencé avant la publication de rapport, et ce qui était en commission provinciale, le rapport reconnaissait l'importance de ce travail. Et les recommandations numéro 8 est spécifiquement à demander pour une évaluation de les standards. La Première Nation est imbibée dans tous les travaux qu'on réalise. Ça commence par nous tous dans le processus d'une auto-réflexion. La sécurité culturelle peut seulement être définie par les personnes autochtones. La sécurité culturelle est le résultat d'un engagement respectueux qui reconnaît et traite les déséquilibres dans le système de santé. Cela résulte dans un environnement libre de racisme et discrimination où les personnes se sentent en sécurité quand elles reçoivent des soins de santé. L'humilité culturelle est le processus de autoréflexion, de compréhension de nos préjugés et le processus des relations basées sur la confiance mutuelle. La culturelle est se reconnaître soi-même comme quelqu'un qui apprend quand ça vient à la compréhension de l'expérience d'une autre personne. La norme, c'est la première au Canada a été développée pour parler des problèmes de longue date par rapport aux problèmes de racisme dans le système de santé. En partenariat avec des Premières Nations, les autorités aussi, l'organisation des standards de référence était créée en juin de l'année 2022, a été appuyée par le Conseil des santé Premières Nations et la direction, ce qui donne le gouvernement autochtone de la Colombie-Britannique, il y a eu une résolution passée par l'Assemblée des Premières Nations en 2023 pour pas seulement appuyer la norme, mais aller le travail des standards de normes canadiens par rapport à l'humilité et la sécurité culturelle pour implanter ces standards de succès. Alors, pour co-construire, maintenant, je souligne quelques façons où on travaille en partenariat pour développer et tester cette norme. Il y a eu un comité technique dirigé par des autochtones avec le nez Eldie Dioma et moi-même, qui est notre autorité en santé. Alors, c'était compris des patients, des partenaires et membres des familles autochtones, ainsi que des professionnels de la santé, décideurs politiques, des académiques de la Colombie-Britannique. Il y a eu une approche qui met en vedette les apprentissages autochtones ainsi les processus. Ça a reçu plus de 1100 commentaires. On veut s'assurer qu'il y ait de représentation de la voix des patients et les parties prenantes dans le système. Les parcours de développement standard, les comités techniques continuent à faire leur travail malgré tous les défis des demandes de la COVID-19. Tandis que la norme était disponible pour la référence,
en juin 2022, un nouvel partenariat avec les Premières Nations et les autorités de santé et Accréditation Canada a commencé en décembre 2022. A continué à avancer les travaux en un processus d'accréditation. Les autorités de Premières Nations ont été d'accord une classification autochtone de groupe de travail pour assurer les standards qui seraient appliqués dans un environnement qui serait culturellement sécuritaire. Les groupes de travail regardaient chacun des critères pour identifier le niveau de priorité et l'évaluation qui pouvait mieux fonctionner. Après, ils ont fourni des recommandations à Accréditation Canada sur comment évaluer les standards dans une façon culturellement sécuritaire. Parce que ça peut être défini seulement par la personne qui a accès au service. Les partenaires de patients autochtones devraient être involucrés dans tous les sondages. Ils devraient aller vers une distinction compréhensive et basée sur la formation et l'humilité culturelle. Et ces compétences doivent être conçues avec des partenaires. Des partenaires autochtones doivent être appuyés au niveau culturel avec aussi en santé mentale et aussi de support en bien-être. Comprendre que les Premières Nations doivent être lidérées par l'exemple. On a de façon volontaire aussi fait notre auto-évaluation. On a mis notre travail sur la culture et les meilleures idées. On a assemblé des champions de changement dans toute l'organisation pour appuyer ce travail. Et on nous a donné les noms Ceci Moya par l'aînée Wendy Rachel de la nation Conquet. Elle a souligné que les champions de changement étaient comme des abeilles et les abeilles ont un grand travail à garder notre environnement vivant et en santé. Ils doivent penser pour protéger la reine en faisant de la miel douce pour la jouissance. On a un espace sécuritaire. On s'assure qu'il y ait une approche coordonnée pour l'auto-évaluation et on a établi des relations qui ont été alignées l'organisation avec la sécurité culturelle. Une partie de ce travail était de prendre nos propres évaluations et donner nos propres recommandations dans le travail qui est déjà sur place et incorporer la norme, tout le bon travail qu'on fait avec l'organisation. En parallèle, avec on s'est fait un partenariat avec la ONS Accréditation Canada pour la norme de novembre 2023 à mars 2024. On a invité l'autorité sanitaire de Première Nation pour différentes organisations partout dans la province, en incluant nos autorités de santé, à participer à un pilote d'auto-évaluation. Même l'auto-évaluation était d'apprendre des organisations et de leurs expériences pour assurer que la norme soit évaluée de la bonne façon. On a fait les projets pilotes pour comprendre et prendre en considération les complexités et les défis et les opportunités qui doivent être considérées pour l'implantation. Les participants de l'auto-évaluation étaient invités à se joindre à nous à des réunions en personnel en février 2024. On a célébré les bons travail et mis l'emphase qu'on est dans différentes parties du parcours, mais l'humilité est binaire. On doit devenir plus qu'atteindre un objectif. Alors, quand on a compris ces relations de travail, ouvrir notre cercle et prioriser la connexion. Ici, un exemple de construire la résilience à partir de partenariats de support et l'apprentissage d'une façon qui puisse créer la capacité pour tout le monde. La communauté des pratiques pour la nation de la Colombie-Britannique et les Premières Nations a créé un espace pour partager les connaissances. En amenant les systèmes et les leaders ensemble pour travailler en silos et travailler dans l'alignement
les standards de santé. Les participants et les collègues partout dans le système de santé, que ce soit des équipes autochtones aussi de santé, des partenaires patients. Et en février de cette année, nos communautés de pratique est venue pour une semaine d'apprentissage, ensemble en personne dans le territoire. Ici, dans la diapositive, on aussi tout ce qu'on voulait souligner, on s'est concentré sur la collaboration, la coproduction, la co-création, pendant qu'on travaille avec un objectif commun. Qu'est-ce que ça veut dire la co-création? Prendre le temps de construire ces relations, valider ce que vous avez entendu et lu. Travailler à un rythme que ce soit confortable, trouver les bons moments, les bonnes personnes, poser les bonnes questions et utiliser les bonnes modalités. La phase apprendre la culture de la sorte, vous travaillez aussi. Tous ces parcours en humilité ont défait les racismes systémiques et la discrimination imbibée dans le système de santé. Ici, un exemple de construction de résilience en créant la capacité et le support pour aider les systèmes et les organisations basés dans ce standard de capacité en créant les attentes et les directions pour les organisations. Alors, la question, comment le fait d'aborder la sécurité culturelle et l'humilité dans votre organisation pourrait-il améliorer les résultats en matière de santé des clients et renforcer la résilience personnelle et organisationnelle? Merci. Merci beaucoup, Monica. Vous avez amené un point de vue profond, personnel et responsable du parcours. Tout ce qui est la sécurité, l'approche de la sécurité culturelle, l'humilité, c'est pour construire la résilience, pour s'épanouir dans des situations compliquées et c'est lié à ces traditions, cette culture et comment construire ces solutions pour avancer doit être faites de nouvelles façons. Vous nous avez fourni des beaux exemples par rapport à la collaboration, la co-création et la co-conception. En Colombie-Britannique, avec l'usage des standards et les idées sur comment ça pourrait être appliqué dans l'avenir. Merci beaucoup pour ça. Pour cet aperçu, j'ai hâte aux discussions. Maintenant, on vous a parlé, on a commencé avec la construction de la résilience dans tout le système de santé, ce qu'on a entendu de Yona et ses beaux exemples en Qatar, à le renforcement de communautés à partir de la sécurité culturelle, l'humilité. Et maintenant, on va aller avec Chéra, avec un exemple de travail qui est lidéré par un réseau éducatif qui est très connecté avec ces communautés sur comment les connaissances par rapport aux besoins de la population et comment ça peut faire assortir d'autres approches pour la résilience. Merci et j'ai hâte de cette prochaine présentation pour notre compréhension de qu'est-ce que, à quoi la résilience ressemble partout dans le monde et comment les standards d'accréditation peuvent aider pour renforcer et construire ces capacités pour l'avenir. Merci beaucoup pour l'introduction et bonne journée mondiale de l'accréditation. Je ferai de mon mieux pour faire justice à ces deux présentations. Ma conversation aujourd'hui va se concentrer sur le travail qu'on a fait dans les réseaux et mes réflexions après la pandémie et ce que j'ai appris et ce que mes équipes ont appris pour construire un système de santé plus résilient. Comme Leslie a mentionné au début, je suis vice-président
L'université, je suis sur 2 décennies, on se concentre à leur vise Shakir, l'intégration et les partenariats. Je vais parler sur ça aujourd'hui. Mais un peu de contexte sur où j'habite, où je travaille. Je viens de Toronto, Ontario, qui est une des villes la plus multiculturelle et diverse, qui a plus de 7 millions de personnes. Je travaille à l'organisation pour mes hôpital de recherche au Canada. Ça me donne un grand plaisir de vous dire. Des fois, et c'est un privilège de faire partie de cette équipe. J'ai à continuer dans la vision qu'on a autour d'un monde plus sain. Le travail ici, c'est pas seulement une carrière, un travail pour moi, mon travail est personnel. Et ici, pourquoi ma famille, c'est la photo qui a été prise dans le printemps 2018. Si j'avais eu les personnes que j'aime ici, après les parcours de 12 mois en 2017, 2018, j'aurais dit non. Je suis un proche aidant, je suis un mari et ici dans ces photos, chaque individu dans ces photos fait des défis de santé importants. Et j'avais mal à accéder aux bons soins de santé au bon moment pour mes êtres aimés. Dans le couloir, différents lits d'hôpital que je n'étais pas sûre que je pouvais donner le support ou obtenir ce dont j'avais besoin pour que les membres de ma famille puissent survivre et surmonter ces gros problèmes de santé. C'est pourquoi je fais le travail que je fais. Je pense à ces photos souvent. Je suis tellement fière de ces journées de printemps 2018 qu'après tout ce qu'on avait traversé comme famille, on était capable d'être ici ensemble, profiter de ces moments. Qu'est-ce que ça veut dire pour le travail que je fais pour l'université? C'est en 2018 aussi, c'était quand l'UHM a commencé son soin de santé on a parlé avec des fournisseurs, avec des patients, avec des proches aidants. Et ici, je l'ai séparé en 4 sujets. On les a demandés sur comment vous avez accès à des soins de santé, soins de coordination, comment une équipe de soins cohérents, un hôpital, dans la communauté, et comme un proche aidant de la santé, une coordination et dans cette transition de soins était essentielle pour partager leur rétroaction, la communication et la continuité des soins. Un autre problème critique qu'on a entendu, il y avait beaucoup de confusion, des fois trop de communication ou trop peu de communication pour comprendre le parcours. Ce n'est pas seulement dans une institution, mais vraiment, on essaie une approche transversale complexe dans des systèmes qui sont complexes. Facile, accès facile en temps et utile. Quand vous savez que vous avez besoin de support et savoir combien de temps il faut attendre, quelles sont les meilleures options pour vous et votre situation particulière. Tous les défis, pas seulement pour le proche aidant de nos patients, mais dans mon travail et avec Leslie, quelque chose qui fasse du sens dans plusieurs parts du monde. Et aussi, le personnaliser les soins. On connaît la norme, les standards, mais aussi s'assurer que ce soit personnalisé et soit spécifique aux patients où ils se trouvent et ce dont ils ont besoin comme des personnes. Et c'était la stratégie coordonnée. Alors, qu'est-ce qu'on a ressorti? Ici, les 4 piliers de système de soins intégrés établis. Et maintenant, je vais vous montrer plus en profondeur le résultat. Ça commence avec une équipe. Quand vous pensez à venir dans nos hôpitaux, au moment où vous allez vous récupérer à la maison, vous êtes appuyé par une équipe qui travaille ensemble, qui communique ensemble, qui coordonne les choses ensemble. Et ici, avec un point de contact principal, l'individu qui est une personne avant d'arriver à l'hôpital, qui vous aide dans vos parcours pour la récupération à la maison. Intégré, c'est l'élément essentiel.
L'histoire que vous pouvez raconter avec votre dossier numérique. Et toute cette information est partout dans le système, mais aussi une histoire. Et avoir une plateforme numérique, ça fait partie de notre mission quand on développe notre programme. On est aussi très fiers d'avoir une ligne téléphonique disponible 24 heures sur 24, accessible pour les patients et les soignants, comme partie aussi de la récupération à la maison. Cette ligne téléphonique a aussi des maîtres de nos programmes. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Qu'ils s'en vont de l'hôpital, mais quand ils vont commencer à récupérer à la maison, ils sauront le support, quelqu'un à qui appeler. Quand ils vont appeler, ils savent qui est la personne, quel est le problème particulier, qui est le système de support. Tout ça seulement pour diminuer l'anxiété, mais aussi la confiance de nos patients et les soignants vers notre système. Et finalement, avec nos fonds uniques intégrés dans nos systèmes de santé, les hôpitaux se battent de façon séparée. Dans ces modèles, on a établi un fonds intégré responsable pour le soin à l'hôpital jusqu'à la maison et ça nous permet d'avoir une flexibilité pour assurer que les patients, peut-être qui ont besoin de plus de mois, de travailler de proche avec les équipes. C'est le modèle qu'on a mis sur place en 2018. On est aujourd'hui dans nos semaines d'anniversaire et c'est difficile à croire. Dans tout le programme, nos programmes médicaux aussi. Quand on a beaucoup grandi dans les derniers mois, on a appuyé 4000 patients inscrits chaque année. On a trouvé aussi dans nos évaluations robustes, avec ces programmes, on a pu augmenter nos capacités des patients à l'hôpital en réduisant des réadmissions nécessaires. C'est quelque chose qu'on mesure de proche parce qu'on pense que ces modèles, en utilisant le fonds intégré et l'équipe qu'on a sur place, on libère plus de lits pour augmenter notre capacité auquel on a tellement besoin dans nos systèmes. Aussi, on a de satisfaction assez haut de nos patients et nos proches aidants. Quand un patient revient de chez eux après l'hôpital, il pense qu'ils sont jetés dehors et qu'il n'y a pas de soutien pour eux-mêmes. Mais maintenant, avec les soins intégrés, ils savent qu'ils seront soutenus et ça vient de nos patients. On a entendu nos pour parler plus des programmes de soins qui travaillent à la maison. Les programmes de soins intégrés offrent des soins continus et efficaces pour aider les gens et nous encourager à travailler ensemble. Finalement, un de nos diététiciens, les programmes prennent moins de temps et c'est facile quand on fait face avec le burn-out, avec des administrations qui sont épuisées. Entendre ça de la propre administration, c'est quelque chose qui nous encourage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux parler d'une personne en particulier, elle est Florida, elle est agent d'assistance personnelle dans le cadre du programme de soins intégrés. Avant qu'elle arrive au Canada, elle a fait sa certification en soins de santé comme personne de support à l'Ontario. Vous devez travailler avec une agence et vous les appuyez dans une base régulière à la maison avec des activités de la vie quotidienne, etc. Mais dans ces modèles, est difficile pour Florida et d'autres travailleurs d'aider coordonner avec d'autres membres de l'équipe de soins. Et ce modèle était incitant, mais quand elle l'a fait, c'est qu'elle a trouvé, elle n'était pas une personne qui travaillait seule dans ce maison. Elle faisait partie d'un groupe plus ample. Elle a un rôle très important. Elle a les yeux dans les patients à la maison plus que d'autres membres de l'équipe. Elle est capable de parler avec le leader, avec l'équipe de infirmiers, et de savoir quelle partie de la santé de patient sont pas
équilibré et ça nous permet à donner plus de support à la maison ou aider à ramener cette personne à l'hôpital si c'est nécessaire sans aller à la salle d'urgence. Florida, elle est autonome, elle fait partie d'une équipe, elle donne une formation, elle travaille à la partie la plus importante de son échelle. Ça fait un rôle critique pour faire face aussi à la pénurie des travailleurs au système de santé qu'on a vu. Quand j'ai amené ça, des principes de conception pour le système de santé intégré, centré sur l'être humain, 2021. Les principes sont le leadership, la gouvernance partagée, l'alignement, aussi le déploiement. Ce sont tous parties de notre parcours pour nous aider à contribuer. Et je veux Accréditation Canada et d'autres qui puissent pas seulement aider notre organisation avec la norme, mais aussi mettre de l'avant notre travail et des décideurs politiques quand on continue à avancer. Alors, j'ai deux réflexions pendant la pandémie. Notre réflexion que j'ai entendue, un de nos leaders seniors, ce qui se passe à l'hôpital est le reflet direct de ce qui se passe dans la communauté. Et la raison pourquoi je l'ai dit, pourquoi ça me dit tellement de choses, je vais vous montrer. Ici, c'est la map de la ville de Toronto. Les couleurs plus obscures, ce sont des zones de voisinage qui ont des hauts revenus. Le côté plus clair sont des zones de baisse revenus. Alors là, on voit les inéquités, ce qu'on a trouvé avant la pandémie, ça a exacerbé les inégalités. Si on regarde au niveau de vaccination, ainsi que les hospitalisations, vous voyez que est très lié aux revenus. Mais si regardons l'accès, et ce qu'on a trouvé dans nos unités COVID pendant la pandémie, c'est qu'il était de proportionner des personnes de voisinage qui avaient les plus bas revenus. Pour tout le membre de notre ville, et c'est quelque chose que j'ai pris au cœur. Aussi, ce que je trouvais, les soins de santé doivent répondre aux besoins des personnes là où elles se trouvent. J'ai eu le privilège pendant la pandémie, ce qu'on avait trouvé, on ne pouvait pas seulement faire confiance à nos cliniques de vaccination pour appuyer tous les membres. Alors, ce qu'on a amené dans cet exemple ici, on a mis des cliniques de vaccination, on a utilisé des centres d'observation et les faire dans les lobbies aussi, et dans des situations, aller aussi porte à porte. Ce que j'ai appris, la moitié de la ville n'avait pas accès aux cliniques parce que soit ils n'étaient pas informés, ou ils avaient un travail qui ne le permettait pas d'aller dans les heures de fonctionnement. Alors, en amenant le soin, et je ne veux pas dire seulement les vaccinations, mais amener des soins de santé proches des individus pour qu'elles puissent avoir accès, c'est une partie essentielle de notre travail. On a trouvé, on a fait, il y a beaucoup d'édifices qui ont des résidences des personnes après, plus vieilles que 65 ans. Alors, de communautés retraitées des édifices qui ont plus de 30% sont plus vieux que 60 ans. Alors, ils aident les résidents qui ont besoin spécial au lieu d'aller à des soins de longue durée. Alors, on a mis sur place des édifices, aider les résidents à rester en santé. 489 résidents. Alors, comment on va élargir ces modèles? On a des ambassadeurs communautaires qui aident les patients pour naviguer le système. Un événement dans un des bâtiments, des résidents a été intéressés à nos services. Ils ont rencontré nos ambassadeurs, ils ont appris l'information. Et on pense que ça fait partie des patients aussi pour les aider à avoir accès aux différents systèmes. Alors ici, une photo que je trouve représente bien, c'est partie de l'équipe
que j'appuyais pendant la pandémie, mais ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a deux hôpitaux, Hambley Care, des leaders communautaires travaillant ensemble. Ici, pour moi, c'est le futur du système de santé quand on travaille dans les systèmes sociaux pour appuyer les patients qui n'ont pas l'accès dont ils ont besoin et qu'ils méritent. J'ai beaucoup partagé avec vous aujourd'hui. Ce que je veux dire, le futur, c'est avoir de modèles de soins de santé pour autonomiser les travailleurs pour travailler au mieux de ses ressources, se concentrer à l'équité et être très locaux dans nos services. Merci de l'opportunité de partager mon histoire. C'était merveilleux. Vous voyez tous les félicitations, les petits cœurs et les applaudissements. Je veux remercier chacun parmi vous avez aidé à construire une perspective merveilleuse de résilience dans le système de santé et ça montre de façon spécifique où les langages et les normes peuvent donner des guides pour la préparation et la base pour l'action. Aussi, ça nous a rappelé que la normalisation et la personnalisation, ce n'est pas une solution pour tout le monde. Et Monica l'a montré avec ce qui pourrait dire que c'est contre-intuitif concernant la norme, les standards, puissent être utilisés pour appuyer la sécurité culturelle et l'humilité. John a aussi, avec les standards mondiaux, les critères d'évaluation pour le maître local. Alors, c'est un élément pour vous dans vos circonstances spécifiques. Alors, merci à vous tous de nous montrer ces beaux exemples. On a quelques questions de public. Donne-moi 3 minutes. Je vais amener quelques-unes de ces questions à chacun de vous de choisir celle que je pourrais. Désolée si je n'ai pas capturé toutes vos questions. Il y a de belles façons de continuer cette conversation. Parce que les rétroactions qu'on a ici en temps réel, c'est que c'est important pour les gens qui sont présents. Une de ces questions, Joanna, c'est pour la préparation pour le futur catastrophe et le stress dans le système. Les gens croient que ça va pas être le climat, ça pourrait y avoir une autre. Mais c'est, ah non, pardon, je m'excuse, ce n'est pas une question de si ça va arriver ou pas, c'est quand. Comment ça ferait partie de l'engagement de toutes les personnes qui sont requises pour appuyer cette préparation communautaire? Les différents fournisseurs, organisations, assembler les personnes avec un plan commun pour qu'ils soient prêts. Pouvez-vous partager quelques défis et un conseil pour les autres? Maintenant, on se prépare pour les standards d'accréditation. Un des parties qui ont donné le plus de défis, c'est le plan d'affaires de continuité parce que à cause de la complexité inhérente, de di- ça requiert la discipline, l'intégration de plusieurs départements. Et ce que vous avez dit aussi, ça requiert la collaboration des participants et des parties prenantes. Mais c'est très important que le processus de tests et de révision, ce que je mentionnais dans ma présentation, ce qui est la simulation et avoir de rétroaction de ces simulations. Des fois, ça peut ça peut être intense, mais en même temps, c'est essentiel pour identifier les lacunes
Et chaque itération nous aide à mieux comprendre les différentes organisations. Il me semble aussi, un conseil, c'est pas oublier, et un des aspects qui nous a aidés pour notre préparation de catastrophe, la capacité. Et regardez ce qui se passe. Et surtout les succès qu'on a eus dans le passé, dans le présent et bien sûr dans l'avenir. Ça va être parce que pas seulement à l'interne, mais aussi à cause de nos collaborations avec nos partenaires externes, la gouvernance aussi. Merci beaucoup, Jonah, sur ces sujets de connexion, collaboration, engagement. Ça continue à être vraiment les facteurs clés, les ingrédients clés pour construire ces résiliences. Il n'y a rien qu'on puisse faire tout seul, c'est la coordination. Et Monica, il y a l'intérêt concernant qu'est-ce que vous en pensez a eu le plus grand impact pour ce qui était les standards Colombie-Britannique de sécurité aux militaires pour inspirer l'action. Il y a un mouvement, oui, c'est une belle chose à faire, mais en fait, l'arrivée, l'amener à l'action. Ces questions étaient pour les personnes qui sont profondément dans votre cercle. Quel serait votre conseil pour penser qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour construire la, la même sensibilité dans d'autres provinces, dans d'autres pays potentiellement? Comment les gens ont initié? Merci Leslie, belle question. Il me semble qu'il y a eu plusieurs questions dans une même question. Ce que je dirais pour les standards, c'est en fait commencer à avoir ces conversations, leur donner les paroles et la capacité de regarder ses propres pratiques. Et je sais que plusieurs personnes ont mentionné l'intérêt, ils veulent savoir plus. Alors, c'est un outil, comme peu importe quelle norme que les gens puissent utiliser et commencer à avoir ces conversations de façon intentionnelle avec ses superviseurs directs, avec le membre de leur personnel et regarder et voir comment on peut commencer les conversations, l'implantation, faire le travail. Oui, ça peut des fois, ça dépasse parce qu'il y a plusieurs composants, mais même la capacité de se concentrer et regarder le standard de référence comme une façon de juger ses propres organisations d'une façon intentionnelle. Alors, je recommanderais les personnes de regarder à la norme, voir où ils se trouvent et même s'ils peuvent assembler leur propre communauté de pratiques, un groupe de travail pour le réviser, commencer les dialogues, la conversation. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt autour du sujet et c'est la façon de commencer la conversation avec d'autres personnes qui sont intéressées aussi. Ça me donne une grande émotion de savoir que d'autres personnes ont été intéressées. Il y a beaucoup d'intérêt autour des standards, ce qui nous émotionne énormément. Euh, On regarde partout au Canada. Alors, je suis très reconnaissant pour le partenariat Équitation Canada et aussi les autorités de santé de Première Nation pour ce beau travail, à l'avoir fait en collaboration avec les personnes de Première Nation et les nations métis. Alors, c'est un beau travail et c'est une plateforme pour commencer à avoir ces conversations si vous n'êtes pas à la Colombie-Britannique. Merci. Ça parle par rapport à ces constructions de capacités pour que les gens comprennent les besoins d'aller vers où ils sont les gens. C'est un thème commun qu'on a entendu
dans toutes les présentations, ce n'est pas seulement vous, vous avez parlé de parcours et cette expérience personnelle aussi, avec tous ceux qui ont été involucrés dans la conversation, ça aide à construire cette résilience. Et cette construction des relations aussi, s'entendre les uns les autres, c'est la base du travail qu'on a fait quand on a fait notre propre évaluation à l'interne. C'est par rapport aux relations et pour avoir une relation, vous devez vous entendre et construire la confiance et les faire de façon individuelle avec un système de différents programmes indépendant de l'influence qu'il puisse avoir. J'ai une autre question qui pour continuer par rapport à la construction de la confiance. Quel serait votre conseil quand vous passez à travers de ces processus dans votre auto-évaluation où il y a des choses qui sont inconfortables d'entendre? Comment vous pensez sur ça comme partie de façon positive par rapport au renforcement de la résilience? Comment vous gérez ça? Quels conseils vous pourrez avoir pour des gens dans ces processus de découverte? Pour entendre des choses qui sont peut-être difficiles ou inconfortables. Je l'ai mentionné dans la présentation, mais c'est vraiment créer les mêmes espaces où les gens puissent partager ce- des aspects inconfortables, des fois des gens dans les systèmes, des travailleurs dans les systèmes de santé, les personnels, ils sont inconfortables parce qu'ils vont désapprendre tout ce qu'ils avaient hérité. Ils doivent être appuyés pour le faire. Si les gens sont pas appuyés dans leur système d'apprentissage, ils vont pas être ouverts. Et on doit être capable de l'entendre des patients et de nos personnels. Et oui, des fois, ça va être mal à l'aise. Mais c'est comme ça qu'on va apprendre. Et c'est ça ce qui est l'humilité culturelle de continuellement aller vérifier est-ce qu'on a appris, ils sont où vos préjugés. Oui, des fois, ça peut être gênant et ça, c'est une bonne chose. On ne veut pas les minimiser, mais on doit appuyer les personnes pour qu'elles puissent trouver leur confort et grandir et défier eux-mêmes les systèmes. Il veut toujours s'assurer qu'il y a une organisation d'apprentissage et aller vers une façon positive. Et ça vient de communication respectueuse et c'est écouter les uns les autres et être ouvert à ces rétroactions. Et si quelqu'un vous défie dans la conversation, il faut l'accepter aussi. Alors, j'encourage à tout le monde à être confortable dans cet espace et à encourager ces conversations. Merci. Tout ce qui est la sécurité culturelle, c'est une autre dimension par rapport à comment on pense la sécurité, Joanna, et d'imbiber à la sécurité physique, aussi amener la notion sur comment les travailleurs doivent se sentir par rapport à ces initiatives. Aussi, la sécurité psychologique aussi. Tous ensemble, d'un point de vue plus compréhensif de la sécurité et la résilience qu'on a eu dans le passé. Joanne, à partir de l'expérience, le programme intégrait une question. Vous l'avez mentionné avec la lentille de l'équité. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de compréhension? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et comment ça est connecté avec la notion autour de renforcer la résilience au niveau communautaire? Oui, belle question, je dirais.
Je suis dans mon parcours d'apprentissage concernant l'équité et c'est vraiment se concentrer sur l'écoute. Ça, je l'ai entendu aussi d'autres orateurs. Écouter vers quels sont les besoins au lieu de faire ses propres préjugés. Quand on voit ça à l'hôpital, j'ai reconnu aussi quand j'écoute que j'ai une certaine position de pouvoir comme institution et je dois apprécier l'histoire de la manque de confiance avec plusieurs initiatives des institutions de pouvoir. Alors, quand on est dans ces conversations, pas seulement écouter, de faire avec au lieu de faire pour. L'hôpital, on a plus d'infrastructures de support, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend tout ce dont les personnes ont besoin alors. À partir de leadership communautaire, c'est là où on peut avoir le plus de succès et écouter, je dirais, après écouter, faire le suivi et livrer en tant que comité. Alors, dans le quotidien, semaine après semaine, écouter et continuer le travail de support, ça nous aide à construire cette confiance, mais c'est quelque chose, un processus en continu qu'on ne pourra jamais compléter. En pratique universelle, il y a des questions autour sur comment ces cités peuvent être importants et se transférer dans d'autres pays qui ont en voie de développement ou de pays qui ont plus de ressources. C'est la base. Et Monica aussi l'a mentionné, pour construire la confiance entre les équipes. C'est vraiment important au niveau global, peu importe où vous soyez dans le monde. Et réfléchir par rapport à comment prendre des idées, quelles seraient vos réflexions autour de pouvoir amener à une plus haute échelle les leçons apprises, les programmes connectés, où vous voyez les opportunités et les barrières ou les défis. C'était une des questions. L'échelle, c'est quelque chose auquel je pense souvent. Les programmes qui ont appuyé sont construits dans l'échelle. C'était 7 millions de résidents à Toronto. Alors, ce qu'on fait, il y a plusieurs hôpitaux, plusieurs fournisseurs de santé, mais l'échelle, c'est par rapport à la norme, au standard. Et j'ai entendu les raisons pourquoi il y a ces échelles, parce qu'il y a l'option de dire non. Pour nous, avoir la capacité avec la flexibilité au niveau local, c'est cet acte équilibre qui met les systèmes sur place et on améliore notre capacité. Mais pour être vraiment capable d'assurer, c'est le personnaliser au niveau individuel et communauté. C'est ça ce qu'on a fait dans les dernières 4 années. J'ai vu ce qui se passe dans notre ville en parlant des équipes intégrées. Il y avait des normes, mais aussi a été livré. On va aussi avoir un soin intégré à l'équipe pour la région de Toronto et en ayant ces dédications pour appuyer à toutes les échelles et les relations de base. C'est comment C'est là où on a notre force. Il se fait 20 ans qu'on est là, là, on a établi des relations avec les communautés. Quand on ensemble tous ces composants en équipe dédiée et pas rester en arrière à son bureau, on a eu plusieurs des histoires de succès. Quand vous pensez à la résilience en étant prêt, ça requiert beaucoup d'avoir vu ce qui est invisible avec les tables traditionnelles. C'est quoi ce dont on a besoin pour résoudre un problème? Qui sont les personnes, les institutions adéquates pour trouver des solutions pour la co-construction, la collaboration
en étant un ingrédient essentiel pour la construction de cette perspective. Je me demande aussi, maintenant qu'on arrive à la fin de nos discussions, quelles sont vos réflexions basées à la conversation d'aujourd'hui et votre expérience? Les messages pour les personnes dans notre pays, dans nos juridictions, sur comment ils peuvent utiliser les leçons apprises de vos expériences dans la construction de résilience dans vos communautés pour la préparation aux catastrophes, la sécurité culturelle, l'humilité, centrée sur la réalité où ils sont les gens dans ces communautés. Je vous demande à chacun parmi vous une dernière réflexion et un conseil. Johanna. Merci Leslie. C'est très important à se désigner une équipe responsable pour la résilience. C'est très important de savoir et qui soit assigné à gérer la gestion. C'est important que l'autorité donne les bonnes ressources de collaboration avec les parties prenantes. C'est très important parce que quand on préparait notre propre pré- préparation et résilience pour la gestion des catastrophes, on a un comité spécifique pour faire le suivi des normes, toutes les choses qu'on fait et tous les rôles et responsabilités étaient très clairs. Et certainement, on mesure aussi notre performance, alors assigner des responsabilités et donner le support approprié avec les ressources appropriées. Ça pourrait être une bel apprentissage. Merci beaucoup. Et avoir des normes, des systèmes de responsabilisation qui soient clairs aussi, qui vont surmonter des barrières qui sont typiques des organisations. C'est très important d'amener. C'est aussi renforcer les points importants de dire, c'est une caractéristique clé de la résilience. Merci de cet exemple, Monica. Belle question. Je pense que j'utilisais la métaphore de construire un muscle pour la résilience. Ça prend du temps, ça prend la cohérence et ça prend du travail. Et c'est la base d'un individu, une organisation. Alors, si vous regardez à l'exemple de standard de référence pour la sécurité culturelle, ça a pris 4 années pour le comité technique et c'est rassemblant avec la COVID. Alors, les apprentissages et avoir cette force en résilience de pas presser parce que c'est la base, mais si vous savez le bon travail, soyez patient. Essayez que c'est la base, ce sera les résultats désirés qui va aider à tout le monde parmi tout le système de être plus résilient. Bien. Je vais ajouter à ces deux belles réponses un objectif partagé pour un impact collectif. On travaille et j'ai eu le privilège de voir le point de vue de système et regarder ce qui se passe à gauche et à droite. Alors, on était capable. On n'a pas beaucoup de temps, mais tout, on peut se rassembler avec un objectif commun. C'était très clair, c'est une avait à faire. Mais maintenant, on s'en va vers nos
c'est quand on regarde quel est un objectif partagé et les gens qui veulent faire cet objectif, et c'est là où on est connecté, apprendre les uns des autres, aussi trouver des façons de créer sa propre version. Ce modèle était établi en 2011 dans un hôpital différent. On n'a pas essayé de les changer. On a pris ces modèles, on l'a mis en échelle. Alors pour moi, étant donné, était possible parce qu'on avait un objectif partagé dans le système. Merci à vous tous de tous vos commentaires. Il y a beaucoup de questions par rapport au même système. Alors, on va maintenant vers la fin de notre union et aller vers le sujet, la résilience dans le contexte, dans le monde de la journée, l'accréditation. Merci à vous tous d'avoir contribué à ça. L'Organisation nationale de la santé, notre vision, c'est d'avoir des soins plus sécuritaires et un monde plus en santé. Vous tous, vous avez donné des beaux exemples qui contribuent pour cet objectif commun qui nous rassemble. Et ça a évolué pour créer des dimensions diverses par rapport à la sécurité dans un sens plus ample et comment l'approche de la collaboration et la co-construction et la co-conception aussi concentrée sur les populations vulnérables, aussi assurer les populations ne soient pas vulnérables. Des fois, vous nous avez tous donné des beaux exemples sur comment votre travail, c'est aussi de contribuer à cette vision dans un monde plus sain. Quand je pense au travail qu'on fait tous, à partir des 2000 endroits, 20 pays, les 5 continents, partout dans le monde, les rôles de normes, vous avez fait un bon travail en articulant la façon dont la langue commune et l'usage des normes peut encore conduire un changement et aussi à des façons qu'on puisse améliorer les résultats et aider à appuyer la résilience et construire des endroits sécuritaires pour que les gens puissent vivre, travailler. Et alors, c'est une belle façon de penser à pourquoi les normes sont importantes. Parce que les langages, quand ils sont là, les gens vont mobiliser les temps et l'énergie pour les atteindre si vous avez un langage commun. Que c'est dans les défis, comment pour améliorer le bien-être de société et des personnes. C'est incroyable de penser. Et c'est là où ils sont les évaluations, les accréditations. Ce sont des outils pour aider construire la sensibilisation par rapport à où on se trouve, elles sont où les lacunes, et qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer à améliorer les apprentissages qui peuvent nous amener vers des meilleurs résultats et bien-être de tous ceux qui ont servi. Merci énormément de votre expertise, vos connaissances, vos capacités de partager ces programmes bien développés, les services, avoir partagé de aussi belles façons qu'ils ont fait nos orateurs. On a entendu la preuve concrète de la description de ce que vous faites. Et l'histoire d'amener ça à vie. D'une belle façon, on fait un changement de perception
à cause des belles contributions pour améliorer le système de santé et la résilience. Merci énormément à vous tous de la part de tous les participants. Il y a eu des rétroactions incroyables. Merci à l'équipe de ONS Canada d'avoir organisé cet événement pour qu'on puisse le partager avec tout le monde. Et ça va être partagé en ligne, il me semble, sur YouTube. Les diapositives seront disponibles. On a mis des liens pour d'autres ressources. Continuez l'apprentissage, continuez à être curieux, la curiosité et à connecter les uns avec les autres. Et ça nous fait plaisir de vous avoir dans notre communauté mondiale de la ONS, de créer un monde plus sécuritaire. Merci beaucoup.